paru aux éditions ICC, la RDC, quelle issue pour l'avenir? Tel est l'intitulé de l'ouvrage rédigé par Gaëtan Bumba. Juriste de formation, est également diplômé en sciences du travail à l'Université libre de Bruxelles où il prépare une thèse de doctorat dans la même discipline. Il est l'invité de notre émission. Avec lui, on va essayer de décortiquer le grande ligne de l'ouvrage. Monsieur Gaëtan, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes également actuellement, vous êtes consultant et initiateur d'une plateforme politique dénommée Union des Congolais pour les changements. Avant de palper le vif même de notre débat du jour, donc parler de cet ouvrage, j'aimerais en préliminaire que vous puissiez parler à nos téléspectateurs les objectifs même de cette plateforme politique. Merci pour votre question. Donc l'Union des Congolais pour le changement, donc UCC en sigle, est une plateforme politique qui œuvre au niveau de l'étranger, plus particulièrement en Belgique, en France et en Afrique du Sud. Donc c'est avant tout un cadre de réflexion, d'échange, de débat pour la mise en œuvre d'un grand projet concernant l'avenir du Congo. Et donc nous poursuivons comme objectif de réfléchir, de travailler pour essayer de trouver des solutions relatives aux problématiques qui se posent ici au Congo. Et donc nous avons l'ambition dans les prochains jours de nous reconvertir en parti politique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et donc en rapport à nos discussions, à ce que nous faisons dans le cadre de cette plateforme politique, j'ai eu l'initiative, moi, d'écrire cet ouvrage donc, qui s'intitule La RDC, quelle issue pour l'avenir. Donc c'est toujours dans le cadre de nos activités, en rapport aux objectifs que nous poursuivons, qui sont ceux de travailler pour le bien de notre pays. Alors on revient, je verrai maintenant ma présenture sur cet ouvrage. Je vous pose la toute première question. Pourquoi avoir choisi cet intitulé, La RDC, quelle issue pour l'avenir? Eh bien, c'est intitulé parce que ça fait plus de 50 ans que j'ai l'impression que nous tournons un peu autour du pot. Donc nous tergiversons, nous sommes un peu dans le statu quo. La question du redressement du Congo se pose plus que jamais. C'est la raison pour laquelle je m'étais donné comme objectif, comme devoir, de réfléchir sur ces questions, sur l'avenir du Congo. C'est dans ce cadre que j'ai eu l'initiative d'écrire ce livre pour m'attaquer en quelque sorte à l'avenir de mon pays qui est le Congo. Et donc l'intitulé RDC, quelle issue pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, 50 ans après, nous avons encore des problèmes. Donc il y a encore une grande partie de nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons encore des défis concernant l'accès à l'eau potable, la disponibilité de l'énergie hydroélectrique, etc. Et donc toutes ces questions complexes m'ont poussé à réfléchir sur différents domaines, sur différents sujets en rapport justement à l'avenir du Congo. Et donc ce livre, en réalité, est un recueil d'idées. C'est un guide de propositions autour justement de cet avenir dans le Congo a droit. Parce que le Congo est un grand pays immense, disposant de beaucoup de potentialités. Donc le paradoxe justement, c'est que malgré tous ces atouts, donc le pays traîne encore le pied et les populations se retrouvent encore dans des difficultés atroces. Et par rapport à tout ça, donc il y a lieu d'essayer de réfléchir, parce que ce livre est un ouvrage donc consacré donc, à des réflexions, à des idées, à des propositions, qui sont en réalité des alternatives, des pistes à explorer pour redresser le Congo. Donc c'est une démarche humble qui ne dispose pas d'une sorte de monopole, mais justement c'est une pierre à l'édifice. Donc le Congo, l'avenir du Congo, donc c'est en rapport à nos potentialités qui devront être mises en avant de manière à ce que tous les Congolais puissent trouver leur compte dans leur riche et beau pays. Alors une démarche humble, comme vous-même vous venez de signifier au cours de votre argumentaire. Monsieur Mbumba,
généralement, la diaspora congolaise est caractérisée à travers les actions qu'elle mène à l'endroit du pouvoir en place. On les appelle, entre guillemets, combattants. Mais nous avons la nette impression que vous venez de créer une démarcation par rapport à cette cliché que nous avons de nos compatriotes vivant à l'extérieur, où vous avez adopté une autre démarche, celle de proposer les idées, celle de venir avec l'expertise et celle de faire parler les écrits. Alors, par rapport à cette démarche que vous avez entreprise, est-ce que pensez-vous que vous serez mieux écouté ou bien ça sera une démarche efficace qui va devoir atteindre son objectif? Bon, d'abord, je crois que je pense que c'est une démarche efficace. Pour moi, réfléchir sur les problématiques relatives à mon pays, réfléchir sur des solutions en rapport aux problèmes qui se posent dans mon pays, pour moi, personnellement, c'est une démarche citoyenne. Donc c'est un devoir citoyen que de penser, que de réfléchir, que de mettre en place des idées pour le bien de son pays. Maintenant, vous avez parlé des comportements d'une manière générale des compatriotes qui vivent à l'étranger, qui se battent ou essayent d'emprunter d'autres voies pour faire valoir leurs aspirations ou leurs idées. J'ai retenu quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y a des clichés. Donc en vérité, il y a beaucoup de clichés parce que si vous voulez, en Europe, tout est disparate. Donc dans le combat, comme on dit, parce que j'ai compris que vous faites allusion aux combattants, donc tout est disparate. C'est un peu composite. On trouve des personnes de différentes catégories. Il y en a qui sont formés, qui sont éduqués. Il y en a d'autres peut-être moins. Et cela dit, dans le combat, ce que moi je retiens de positif, c'est que ça a créé l'émoi, ça a créé une ébullition et une sorte d'éveil de conscience. Et c'est l'aspect positif dans tout cela. Et j'aimerais aussi vous dire que dans le combat, il y a beaucoup de gens réfléchis qui sont peut-être, je dirais, pas audibles, ou on fait moins attention à eux, mais il y a des gens, croyez-moi, qui réfléchissent, qui font aussi des propositions. Donc j'en connais beaucoup au niveau de l'étranger qui travaillent dans la même direction que moi. Alors, un ouvrage volumineux qui s'étend sur 4 chapitres. Vous avez fait un constat, une analyse. Vous avez constaté que la République démocratique du Congo, un pays bourré de potentiellement riche, mais vous avez constaté qu'il y avait un contraste, s'il faut parler le paradoxe. En dépit de toutes ces potentialités, sa population vivait dans la précarité. Vous avez constaté la précarité du point de vue politique, culturel, socio-économique, et j'en passe. Alors, pour y remédier, vous avez insisté sur la récréation de l'être congolais, que l'homme congolais soit remodélé pour pouvoir transformer, qu'il soit en mesure de transformer son environnement. Comment y parvenir? D'accord. J'aimerais juste apporter un petit rectificatif par rapport au livre. Il n'y a pas 4 chapitres, il y a 4 chapitres préliminaires et il y a 4 grandes parties. Voilà. Pour répondre directement à votre question, je crois que le développement ou l'essor d'un pays dépend de ce que les habitants de ce pays sont en mesure d'apporter à leur propre pays. Et donc, dans mon livre, j'ai essayé de faire d'abord un diagnostic de la situation politique, socio-économique et culturelle. Donc je me suis rendu compte qu'il y a une précarité, comme vous l'avez dit. Donc je le souligne d'ailleurs avec insistance. Mais comment faire pour y remédier? Et donc moi j'insiste sur la réinvention de l'être congolais. C'est-à-dire, nous devons revoir en nous ce qui n'a pas été. Parce que je crois que depuis plus de 50 ans, nous avions commis beaucoup d'erreurs. Ça veut dire que nous avons géré notre pays un peu comme une boutique du coin. Et nous avons reproduit systématiquement des mauvais comportements qui nous ont coûté des décennies de régression ou de statu quo ou de tergiversation. Chacun pourrait conclure comme il entend. Mais cela dit, aujourd'hui, je pense que ces questions sont indispensables. Donc nous devons réfléchir sur nous, sur nos comportements, sur ce que nous sommes en mesure d'apporter à notre nation.
Et donc j'insiste là-dessus sur la réinvention, la recréation de l'être congolais. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que nous, Congolais, nous devons changer nos mentalités. Le changement de mentalité veut dire le changement systématique de notre système de fonctionnement. Comment nous fonctionnons? Je crois que dans ce pays, nous avons beaucoup mis en avant des anti-valeurs. Donc je cite le clientélisme, le népotisme, la corruption, l'enrichissement individuel, la quête des intérêts individuels, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais j'aimerais insister là-dessus et souligner cela en gras. Nous avons confondu les valeurs et les anti-valeurs. Et donc, nous avions empêché le redressement et l'essor de ce pays. Parce que nous avions été éparpillés, chacun a poursuivi ses propres intérêts et on a sacrifié l'intérêt général. Donc on a sacrifié les valeurs. Nous avions sacrifié le peuple. Le peuple n'a plus été la préoccupation des acteurs politiques. Cela dit, pour l'avenir du Congo, nous devions changer ce système de fonctionnement qui est devenu en réalité un mode de gestion, un mode de gouvernance et un mode de fonctionnement de toute une nation. Alors aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'on milite davantage dans cette optique de changement de système de fonctionnement. Nous devons travailler d'arrache-pied sur les valeurs républicaines et les valeurs humaines. Ces valeurs doivent revenir au centre parce que nous ne pouvons pas redresser ce pays si nous continuons à reproduire les mêmes comportements parce que finalement les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Alors justement, nous poursuivons toujours dans le même ordre d'idées. Par où commencer? Est-ce que devrions-nous modifier notre système éducatif ou bien il faut mener des vastes campagnes au sein de nos églises, d'autres structures sociales, j'en passe, ou bien carrément il faut mettre sur pied, hein, au niveau du sommet, une idéologie, une idée maîtresse dans laquelle chacun viendra à puiser, comme ce fut le cas en Chine avec la révolution culturelle initiée par Mao. Aujourd'hui, je crois que c'est le point de la détonation même du développement chinois. Je crois que dans tout cela, l'éducation a un rôle majeur. Mais l'éducation, pas seulement en tant que moyen d'acquisition des connaissances scientifiques, techniques, professionnelles ou l'instruction, mais surtout l'éducation citoyenne. Je crois que tous les Congolais sont concernés. Et en premier lieu, l'élite dirigeante, et puis les masses populaires. Parce que l'exemple doit d'abord venir de cette élite. Et donc, cette élite doit d'abord être exemplaire et sévère envers elle-même. Et je crois que nous devons commencer d'abord par travailler sur ces questions dans le cadre d'un effort national pour notre relèvement. Et les campagnes de sensibilisation sont indispensables. Les campagnes de sensibilisation, de vulgarisation, donc utiliser l'audiovisuel, tous les endroits de reproduction de l'image, utiliser les leaders d'opinion, les églises et même vous les journalistes pour prendre le relais de l'État de manière à marteler là-dessus sur la nécessité de travailler sur les valeurs républicaines. Intégrer ça dans l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, de manière à ce que dans toutes les étapes de la vie du citoyen, que ces images reviennent sur les valeurs. Qu'est-ce que nous entendons par valeur? Mais c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité, c'est le respect des biens publics, c'est la quête de l'intérêt général, c'est le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Parce que ce qui nous a empêchés d'avancer longtemps, c'est ce manque de valeurs. Parce que nous avions préféré militer plus sur des anti-valeurs plutôt que sur des valeurs. Et donc aujourd'hui, nous devons mettre sur pied de véritables campagnes de sensibilisation dans le cadre d'un effort national orchestré par l'État, de manière à ce que ces images, ces messages se reproduisent partout, que tous les Congolais puissent intégrer dans leur psychique ces messages. Bien entendu, on ne peut pas recourir à ces campagnes de sensibilisation, qui est une forme d'éducation des masses populaires, sans recourir à côté à une vraie justice. Parce que dans cette optique, lorsque les gens intégreront ces messages ou ces images
où tout ce qui tourne. On va y arriver. On va parler de la justice d'une manière aussi large, parce que vous avez aussi parlé de la justice ici. Mais j'aimerais un peu renchérir un peu cette question par rapport à la récréation de l'être congolais. Vous avez, comment dire, corroboré un peu ma question par rapport aux campagnes, au système éducatif, et j'en passe. Mais, Monsieur Gaëtan Boumba, s'il faut chronométrer cette démarche, ça pourrait nous prendre combien de temps pour que nous puissions arriver à cet ultime objectif? Je crois que la notion du temps m'importe peu. Ce qui importe, c'est plutôt de prendre ces questions au sérieux, de s'y mettre dès maintenant. Nous ne sommes pas tenus par le temps, mais je crois que si nous travaillons d'arrache-pied sur ces questions, dans un avenir proche, nous pourrions commencer progressivement à changer nos mentalités, c'est-à-dire à changer notre système de fonctionnement en tant que peuple, en tant que nation, en tant que gouvernant, en tant que gouverné. Mais il y a lieu de commencer à travailler sur ces questions d'arrache-pied. Et je parlais de la justice, si vous me permettez d'insister là-dessus, parce que la justice doit être un véritable contre-pouvoir. C'est-à-dire dans cette optique de sensibilisation, dans cette optique de changement du système de fonctionnement, il faut qu'on puisse compter sur une vraie justice capable d'apporter la sanction, capable aussi de punir tous les comportements déviants, de punir toutes sortes de démarches. Donc, il faut mettre en avant l'aspect répressif de la justice. Tout à fait. Il faut mettre en avant l'aspect répressif de la justice parce que la justice doit être un véritable contre-pouvoir. Pourquoi je dis contre-pouvoir? Parce que il ne faut pas que l'exécutif tire tout le drap de son côté. Parce que pourquoi je pointe du doigt l'exécutif? Parce que l'exécutif est composé de l'élite dirigeante. Et cette élite dirigeante est la première concernée. Parce que c'est d'elle que doit venir l'exemple. Parce que c'est d'elle que doit venir l'impulsion. Parce que c'est d'elle que repose, si vous voulez, la responsabilité de tirer la nation vers le haut. Je rappelle à nos téléspectateurs sur cette question, puisque vous parlez de la justice et de l'élite dirigeante, vous avez insisté sur l'indépendance de la justice. Vous avez également comme recommandation que tout le ministre ou bien le dirigeant devrait en principe déclarer leur patrimoine à l'entrée du mandat public. Et vous avez également en préliminaire d'ailleurs insisté comme l'état des droits comme préalable au redressement de la République démocratique du Congo. Eh bien, tout cela entre dans le cadre de l'état de droit, déclaration de patrimoine, etc. Il y a encore d'autres idées développées dans le livre qui vont dans ce sens. Pourquoi? Parce que j'insiste sur la transparence. J'insiste beaucoup aussi sur l'efficacité. Donc pour obtenir la transparence et l'efficacité, il faut qu'il y ait un véritable état de droit. Mais quand on parle d'état de droit, il faut qu'il y ait une justice indépendante. Il ne peut pas avoir un état de droit sans une vraie justice indépendante. Or, dans l'état actuel des choses, je crois qu'il y a un flou, il y a beaucoup d'opacité. Et puis, la justice est d'une certaine façon sous tutelle de l'exécutif. Et donc, les juges ne sont pas véritablement indépendants. Et puis, les conditions de travail de ces juges, de ces auxiliaires de justice, sont déplorables. Vous n'avez qu'à faire un tour dans les parquets de la ville, vous verrez dans quelles conditions ces fonctionnaires de l'État travaillent. Et donc, ils ne sont pas à l'abri des corruptions. Donc, il faut qu'on revalorise ce métier de juge. Parce que la justice, demain, doit être un véritable pouvoir, un contre-pouvoir face à l'exécutif. Et donc, je fais encore une autre proposition. Je dis qu'il faut revoir le mode de nomination des juges. Et donc, tant que les juges, les auxiliaires de justice seront nommés par l'exécutif, je crois que la problématique de l'indépendance de la justice devrait toujours se poser. Et donc, dans cette dynamique, donc, je propose également la création d'un conseil supérieur de justice. Ah, ça aussi, j'allais en venir. De manière à ce que qu'il y ait un organe composé exclusivement des juristes, et les juristes, eux,
devrait s'occuper de la nomination des juges, du fonctionnement de la justice, à côté du ministère de la Justice qui continuerait à s'occuper de la procédure. Est-ce que vous pouvez faire un parallélisme pour bien éclairer la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à cette question, la création du Conseil supérieur de la justice, mais nous ici on a la Cour constitutionnelle hein, et on a suivi l'exemple de la France. Alors faites un peu un parallélisme entre... Donc la Cour constitutionnelle demeure dans l'état actuel de choses, dans son fonctionnement dont on le connaît. Donc il n'y a pas de modifications à apporter dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle de justice. Par contre, là où il y a lieu d'apporter une réorientation, c'est au niveau, je disais, du mode de nomination des juges. Et pour cela, j'ai proposé donc la création de ce Conseil supérieur de justice pour s'occuper essentiellement de la nomination des juges. Parce que tant que les juges seraient, la justice serait sous tutelle de l'exécutif, il n'y aurait pas d'indépendance des juges. Et donc, pour pallier à cette difficulté, il faut que les juristes puissent se retrouver dans une institution de manière à s'occuper essentiellement du fonctionnement de cette justice et surtout de la nomination des juges. Et donc, l'autre idée, pour répondre à votre question, vous avez souligné l'idée reprise dans le livre sur la déclaration de patrimoine à l'entrée d'un mandat public. Oui. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de constats qui ont été faits sur ce sujet. Comment voulez-vous comprendre et expliquer qu'un individu puisse entrer dans une fonction importante au sein de la nation, avec des moyens tout à fait compréhensibles, et au bout de 6 mois ou d'1 an de mandat public, que cet individu puisse se retrouver avec un tel patrimoine immobilier, avec un compte si garni, il y a quand même lieu à se poser des questions. Et pour pallier à cette difficulté, pour l'avenir du Congo, il faut qu'à l'entrée, à l'exercice d'un mandat public, il faut que chaque individu puisse déclarer son patrimoine de manière à ce qu'à la fin du mandat, on puisse faire une balance entre ce qui a été accumulé et ce que l'individu disposait au départ. Et donc, il sera clair, éventuellement, s'il y a eu détournement de fonds publics, parce que ce qui est visé là, c'est justement la possibilité de créer des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de détournement de fonds publics. Et encore d'autres idées qui sont proposées dans le livre où je propose que les détournements de fonds publics soient criminalisés, les délits d'initiés. Autant sur nos monnaies, il est stipulé noir sur blanc que la contrefaçon est punie de servitude pénale. Mais parce que le détournement de fonds publics est aussi grave, doit être puni aussi de servitude pénale. Vous avez parlé derrière de la lutte contre la criminalisation vous avez parlé de la délinquance financière. Chers téléspectateurs, si vous venez en cours, vous venez à peine de nous joindre, je rappelle que votre magazine Ecofin a réussi M. Gaëtan Mbumba, auteur d'un ouvrage intitulé La RDC, quelle issue pour l'avenir. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer cet ouvrage volumineux de 4 chapitres, comme on avait dit au début. Il a insisté sur la justice comme socle du développement de notre pays, l'état de droit comme préalable au redressement de la République démocratique du Congo. Une justice efficace, indépendante. Il faut renforcer l'aspect normatif de notre justice. Il faut renforcer aussi l'aspect incitatif de notre justice. Et il a insisté aussi sur l'aspect répressif de notre justice. Autre aspect, M. Mbumba, vous avez insisté sur la transparence de procédures budgétaires. Voilà, c'est une notion aussi essentielle. Parce que souvent dans nos pays, il y a beaucoup d'opacité. Et donc, ces questions concernent notamment cet avenir du Congo qui nous préoccupe tant.
C'est-à-dire ces procédures budgétaires doivent être transparentes. Donc les Congolais doivent savoir ce qui se passe, comment ces procédures sont menées et les débouchés de toutes ces procédures. Et donc je crois que c'est une notion aussi simple qu'essentielle. Donc il y a lieu de marteler là-dessus, de manière à ce que les gouvernants, de manière à ce que cette élite dirigeante puisse rendre les procédures budgétaires transparentes, puisse permettre l'accessibilité à tous les citoyens, de manière à savoir comment ces budgets sont votés et comment ces budgets sont utilisés. Parce qu'au final, il y a cette procédure budgétaire, mais on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Donc les gens, en fin de compte, s'en rendent compte qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. Mais s'il y a cette transparence budgétaire de fond en comble, quand bien même qu'il y aura des couacs, mais les gens seront au courant de tout ce qui se passe. Parce que d'une manière générale, pour notre avenir, il faut qu'on insiste beaucoup sur ces notions de transparence. Parce que pour qu'on puisse connaître un État efficace, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de transparence. Et donc cette transparence concerne directement cette élite dirigeante, concerne directement les gouvernants. Et ça s'applique pas seulement au niveau des procédures budgétaires, mais dans l'ensemble du fonctionnement de l'appareil de l'État. Donc il faut qu'il y ait de moins en moins d'opacité. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses doivent être rendues publiques, de manière à permettre aux citoyens congolais de comprendre ce qui se passe dans leur pays, de comprendre les enjeux de leur pays, et pour que ces citoyens, demain, deviennent aussi des participants, en participant justement dans le débat public, lorsqu'ils comprendront, lorsqu'ils sauront ce qui se passe, et ils auront leur propre opinion. Tout cela, c'est dans le but de permettre l'essor et le bon fonctionnement de notre pays. Nous avons beaucoup à dire, mais hélas, le temps nous est imparti à beaucoup de points que nous n'avons pas pu commenter, notamment l'affranchissement du joug occidental, la recherche de la paix et sécurité, et j'en passe. Chers téléspectateurs, vous savez qu'il faut militer contre la corruption, puisque vous le savez, le coulage de recettes publiques, selon certaines enquêtes, fait échapper à l'État congolais plus de 15 milliards de dollars. Plus de 15 milliards de dollars, c'est vraiment énorme. À travers cet argent, on pourrait mettre sur pied des projets ambitieux pouvant permettre à ces pays de se transformer et de se développer. Alors, M. Gaëtan Bumba, il me serait incomplet d'éclore complètement ce magazine sans pour autant vous demander votre mot de la fin. Mais mon mot de la fin est un appel à l'élite dirigeante de manière particulière et aux Congolais d'une manière générale, à la responsabilité, au sérieux et surtout à la réflexion profonde sur notre avenir. Donc nous arrivons à une étape charnière entre la renaissance et le chaos, entre le réveil et l'endormissement définitif. Je crois que c'est une période de transition qui devrait nous mener, nous acheminer en des jours meilleurs. Mais pour cela, nous devons être vigilants, nous devons être clairvoyants, nous devrions continuer à travailler d'arrache-pied sur les valeurs. Nous devons poursuivre la quête des valeurs. Nous devons mettre au milieu du village, justement, les valeurs républicaines et humaines, parce que nous ne pouvons pas redresser ce pays si chacun se préoccupe de ses intérêts, de ses positionnements. Et donc, si nous arrivons à trouver un consensus, nous arrivons à nous mettre d'accord sur ces valeurs humaines et républicaines, je crois que notre avenir est garanti, parce que nous avons un pays riche, un pays disposant de potentialités énormes. Et donc, naturellement, nous avons droit à connaître un avenir meilleur, de manière à ce que toutes les populations puissent avoir accès aux richesses et à tout ce bonheur dont Dieu nous a disposé ici dans ce pays. Donc, l'appel est lancé à l'élite dirigeante, un appel à la responsabilité, au sérieux, un appel à la réflexion sur l'avenir du Congo. Merci. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. C'est par cette pensée et réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.